Bon, bonjour à tous. Avant tout, je souhaite excuser Georges Ziegler, le président donc, du département, qui était présent ce matin et qui ne peut pas, pour des raisons d'agenda, être là cet après-midi pour les tables rondes. Mais tel que je le connais, il suivra très attentivement les résultats de cette conférence. Voilà. Pour ma part, je suis particulièrement heureuse d'être à vos côtés. Parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, la transition digitale, grand sujet. Alors entre métiers du numérique et numérisation des métiers, l'innovation au service de l'emploi, je crois qu'on est là pour ça aujourd'hui. Alors crieur public, opérateur téléphonique, mécanographe, speakerine, c'est des métiers qui ont des professions, enfin une partie parce qu'il y en a d'autres, qui ont disparu au siècle dernier. D'ailleurs moi je voulais faire speakerine et ça n'a pas été possible. Donc sous la pression, bien sûr, des nouveaux moyens de communication et autant de métiers qui ont laissé leur place à tant d'autres qui n'existaient pas auparavant. Cette période de transition, nous la revivons aujourd'hui, alors que le virage de la nouvelle économie nous oblige à nouveau à une restructuration majeure des compétences, des ressources et de l'organisation même du travail. De quoi nous interroger sur le lien entre innovation et emploi, et entre menaces et opportunités. C'est la vaste réflexion que nous lançons aujourd'hui. Donc je remercie la présence des experts et des entreprises qui ont bien voulu participer à cette conférence. Le numérique transforme les métiers, en fait disparaître certains, en fait apparaître d'autres, et implique de chacun qu'il fasse évoluer ses compétences. C'est un point important. Bien sûr, force est de constater que certains métiers sont largement menacés par la digitalisation de l'économie. Pour ne pas le citer, le secteur du tourisme a subi une révolution ces dernières années. La difficulté pour les agences de tourisme traditionnelles a été de maintenir leur activité, leur modèle économique face aux purs players du web et à la mondialisation de l'offre. Et pour ne citer que. Évidemment, l'impact du numérique sur l'emploi va s'accélérer et à la faveur des prochaines innovations technologiques et des nouveaux usages qui en découleront. Mais restons pragmatiques, car dans le même temps, de nouvelles professions voient le jour. Alors pour citer le secteur par exemple de l'informatique, on découvre chaque année de nouveaux métiers, community manager, chief data officer, data analyst, big data architecte, et j'en oublie, des compétences stratégiques pour les entreprises qui recherchent et valorisent ces nouveaux profils et ces nouveaux talents. La révolution numérique que beaucoup baptisent de 4e révolution industrielle et pour cause, pourrait alors être une opportunité majeure de créer de l'emploi, et je le crois. Alors l'agilité sera notre plus grand défi. Si l'équation innovation-emploi est au final positive, elle nécessite cependant une souplesse et une agilité qui constituent aujourd'hui nos vrais défis, qu'ils soient individuels ou collectifs. La révolution numérique est bien en marche et le département entend apporter sa contribution effective. Alors cela implique, en tout premier lieu, de faire évoluer les compétences et les missions au sein des métiers afin d'utiliser les nouveaux usages numériques pour améliorer les performances de chacun. Avec le projet Sun, que vous connaissez, donc le département de la Loire s'est engagé résolument dans la voie de la transformation numérique. De nouvelles relations aux usagers sont à inventer. Elles seront sans doute différentes de celles que nous avons connues, et le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est encore de le créer. Le département doit devenir digital, parce que le département ne comprendra pas les enjeux du numérique s'il n'est pas un acteur du numérique. Et ce que nous allons promouvoir, c'est un département qui innove, un département qui gagne en productivité, en efficacité, en épousant le numérique, ses méthodes, ses facilités, son efficience et ses organisations. C'est le sens de la gouvernance numérique que nous voulons mettre en place. Une démarche faite
par nous et pour nos agents et nos concitoyens. Démarche en ligne, dossier unique, clarté de nos messages, etc., etc. C'est toute notre relation à l'usager qui doit prendre un tournant pour simplifier la vie des Ligériens. Cela implique également de développer notre capacité à en comprendre les évolutions. Parce que comprendre pour maîtriser. C'est l'objet de l'Observatoire du développement numérique que le département a mis en place dans le cadre encore du projet Sun. Aujourd'hui, avec l'étude menée par Hello et Digital League, le département souhaite disposer de bases de données organisées et structurées, car de nombreuses informations sont nécessaires, tant quantitatives que qualitatives sur les pratiques numériques. Cet après-midi, nous allons présenter d'ailleurs les premiers résultats de cette enquête, cette étude. Alors pour conclure sur ce sujet bien vaste et sur lequel on aurait beaucoup de choses à dire, enfin en tout cas moi, je vais vous faire part d'une de mes convictions. La nouvelle économie numérique n'a de limite, pour moi, que notre imagination. Parce que bienheureux celui qui pourrait aujourd'hui deviner l'impact réel qu'auront à long terme les mutations actuelles sur l'emploi, alors même que 60% des métiers qui seraient exploités en 2030 n'existent pas encore selon beaucoup. Donc imaginons. Une chose est sûre, la technologie pour la technologie n'intéresse plus personne et seul compte pour les individus comme pour nos organisations les nouveaux usages créateurs de nouvelles compétences et de nouvelles valeurs. Donc je vous souhaite à tous des réflexions fructueuses et je vais déclarer la conférence ouverte. Merci de votre attention. Merci. Donc Séverine a prononcé un mot que tout le monde connaît, mais dont tout le monde ne connaît pas forcément le sens, le SUN, le programme SUN. Alors c'est sûr qu'en anglais ça veut dire soleil, mais chez nous ça veut dire service et usage numérique. Il fallait quand même le préciser. Et c'est un programme qui a été approuvé par le département en 2015 et qu'on met en œuvre depuis cette époque. Mais j'allais dire, depuis 2015, les événements se sont beaucoup accélérés. Et ce qui était perçu à l'époque comme un programme effectivement d'innovation devient aujourd'hui un programme prioritaire pour le département parce qu'il concerne à la fois l'ensemble du territoire, mais aussi nous-mêmes, le département, pour ce qui concerne son propre fonctionnement. Alors, Séverine Reynaud vous l'a dit, nous avons mis en place un observatoire et la question de l'emploi est vraiment au cœur de cet observatoire. Donc, il existe des études internationales, l'OCDE a publié des chiffres pour dire que la transition digitale allait impacter directement, enfin, qu'environ 10% des emplois actuels étaient menacés à très court terme par la transition digitale. Mais il y a d'autres chiffres qui varient entre 30 et 40%, qui disent qu'effectivement, c'est beaucoup plus d'emplois qui sont impactés, voire menacés, à moyen terme par cette transition digitale. Alors, il est bien évident que les acteurs publics ne peuvent pas rester indifférents par rapport à un tel impact. Et donc, parce que 10%, c'est exactement à peu près 3 millions de chômeurs supplémentaires. C'est quand même pas anodin. Et il est normal de se questionner sur ces sujets-là. Par ailleurs, on sait que la filière numérique est en tension. C'est une filière qui se développe, puisque les métiers du numérique se développent. Alors, nous avons la chance d'avoir dans notre territoire un cluster qui s'appelle Digital League, représenté ici par Michel Ngo. Donc, nous avons aussi voulu savoir quels étaient les problèmes plus précisément dans cette filière numérique, comment faire en sorte que les personnes qui sont en recherche d'emploi pouvaient s'orienter vers ces nouveaux emplois. Et puis, Marion Dessertine, qui représente Hello, nous expliquera la démarche plus générale au sujet de l'emploi dans la filière et dans les autres filières. Parce qu'il y a aussi cette question, il y a la double question, les emplois dans le numérique et le numérique dans les emplois. Et donc, pour avoir une illustration concrète de ce qui se passe dans les filières dites traditionnelles en termes de numérique, c'est M. Bernard, directeur général adjoint du Crédit Agricole, qui nous expliquera son exemple. Et j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Serge Zarambovic, je suis le directeur du développement numérique et d'innovation au département de la Loire en charge de l'animation du projet Sun. Donc, Marion,
nous avons posé beaucoup de questions sur l'emploi et le numérique. Donc, quels sont les premiers résultats de l'étude que nous avons confiée à Hello? Merci. Eh ben, je ne vais pas faire prolonger le suspense plus que ça. Alors, l'enquête elle a été menée sur 2 volets. Un premier volet visait à connaître la filière du numérique en termes d'emploi, de compétences, de métiers, pour former une cartographie des métiers dans la filière numérique. Ça, c'était la première partie. Et la deuxième partie de l'observation, c'était quels sont les impacts en termes d'emploi du digital, spécifiquement sur le département de la Loire. L'objectif initial, et là je vais faire monter un peu la tension un petit moment, l'objectif initial c'était de savoir concrètement dans la Loire, qu'est-ce qui se passe? Certaines études nous disent que 40% des emplois vont disparaître. Est-ce que demain dans la Loire ce sera le cas? Donc ça c'était la question et on y répondra en deuxième partie. Pour commencer, on va voir la cartographie des métiers et les emplois dans la filière numérique. Donc pour mener à bien... Oui, c'est bon. Pour mener à bien cette étude, on a mobilisé 3 types de données. Des données quantitatives, des données documentaires et des données qualitatives. Donc les données quantitatives, elles ont été collectées via une enquête de terrain auprès de l'ensemble des entreprises de la filière digitale dans la Loire. Au total, on a eu 66 répondants et un taux de retour de 31%, ce qui montre l'implication des entreprises dans cette démarche. L'analyse documentaire, elle s'est faite sur tous les grands classiques de la littérature sur les impacts du numérique sur les emplois. Et les entretiens en face à face ont eu pour objectif de collecter des données qualitatives sur l'impact du numérique sur les emplois. Donc on a vu une entreprise de transport, le Crédit Agricole et aussi un organisme de formation. Alors, qu'en est-il de la filière numérique, des métiers, des emplois ? Un premier commentaire sur le ciblage des entreprises du numérique. Le numérique, et Michael Ngo nous le dira très bien tout à l'heure, c'est une filière qui bouge. Aujourd'hui, le numérique, il y a une filière numérique, oui. Le numérique est transversal à certains secteurs d'activité. Et du coup, c'est quand même compliqué d'avoir une nomenclature des activités du numérique. La volonté de l'observation qui a été faite par le département, ce n'est pas de se focaliser sur le numérique, comme il a été défini par l'OCDE, qui est une vision très restrictive des activités du numérique créatrices de numérique. Là, l'idée dans l'observation, c'était vraiment d'aller vers l'ensemble des activités du numérique. Et donc, on a pu observer des activités informatiques, des activités d'études conseil, des activités de services numériques, de l'événementiel et de la formation. Aujourd'hui, la filière digitale, c'est tout ça. Et les entreprises, enfin les activités les plus présentes dans la filière, ce sont les activités informatiques, suivies des activités études conseil, et ensuite les entreprises de services numériques. Petite précision sur la taille des entreprises. Dans la Loire, les TPE, c'est 82% des entreprises, selon les chiffres de l'URSSAF, et dans la filière numérique, c'est 50%. Autre chose, dans la filière, les entreprises de 10 à 50 salariés, c'est 21% des entreprises, alors qu'en moyenne, c'est 14%. Donc on a déjà un petit décalage sur la taille. Et dernière chose, les entreprises qui ne comptent pas de salariés, donc des personnes qui sont à leur compte, c'est une entreprise sur 10. Alors, Michael, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la cartographie des activités et nous expliquer notamment les activités entreprises de services numériques, pour bien qu'on comprenne. Avec plaisir. Donc, ce qu'on regroupe effectivement sous le terme ESN, entreprise de services numériques, regroupe déjà les anciennes SS2I, donc Société de services informatiques, et j'ai oublié le deuxième EI, mais vous voyez bien ce que c'est, qui s'occupe notamment de mettre en place, déployer tout votre parc informatique, le gérer, mettre en place des serveurs pour héberger vos données en interne chez vous. Donc il y a ces premiers métiers-là qui sont représentés, et également à l'intérieur, on va retrouver tous les acteurs, on va dire, qui vont venir greffer des services, comme une agence web qui va vous créer un site internet, comme un développeur, comme une société éditrice de logiciels qui va vous offrir justement un logiciel en SaaS directement accessible sur la toile ou en direct. Donc voilà, toute la partie ESN, donc entreprise de services numériques, rassemble autant des entreprises qui vont gérer justement
du matériel, donc du hardware, que des entreprises qui vont gérer du software, donc plutôt du site internet ou du logiciel. Donc le digital aujourd'hui, c'est pas que les activités informatiques, le hard, tout Non. ça, c'est beaucoup plus de choses. Il y a beaucoup plus de choses que ça. Autant donc il faudrait plutôt se le représenter en fait comme une fibre optique. Donc dans les métiers du digital, en fait, il y a les personnes qui vont déjà vous proposer un accès de télécommunication, que ce soit de la fibre optique ou de la fibre cuivre classique. Tous les services qu'on va pouvoir greffer dessus, comme les services de téléphonie, les services de radiophonie, etc., etc. Donc vraiment la partie télécom. Et ensuite, tous les autres, on va dire, services vraiment numériques, si je peux les appeler comme ça, c'est-à-dire de la visibilité sur Internet, donc avec du site Internet, de l'intranet, extranet, etc., ainsi que les services type applications mobiles qu'on peut avoir sur nos smartphones, que tout le monde, j'imagine, utilise au quotidien, les logiciels en ligne, etc., etc. Et bien sûr, une activité un petit peu plus sous-jacente mais émergente, comme a pu en faire part, comme a pu en faire part Séverine Reynaud, excusez-moi, au début, tous les métiers qui vont être liés au contenu qui transite justement sur ces tuyaux, on va dire, qui aujourd'hui sont justement mieux mis en avant que par le passé, qui font partie justement de formations nouvelles qui se créent, qui se mettent en place. D'accord, merci. Maintenant qu'on a bien compris que les activités du numérique, c'est à prendre au sens large, on va s'intéresser aux activités. Eh bien, la filière numérique, elle se porte bien. Les entreprises, elles sont dynamiques et optimistes. D'ailleurs, en faisant un petit tour sur le salon tout à l'heure, j'ai vu que juste derrière, il y avait un gros panneau, c'était écrit « On recrute ». Donc effectivement, les entreprises, elles sont optimistes, elles sont dynamiques. On a demandé aux entreprises du numérique dans la Loire quelles étaient leurs perspectives de chiffre d'affaires pour l'année qui vient. Eh bien, si vous regardez bien, il n'y a pas de rouge. Aucune n'a dit « voilà, j'ai un chiffre d'affaires que je pressens à la baisse ». Une entreprise sur 4 dit que son chiffre d'affaires pour l'année 2018 sera stable. Et c'est quand même les 3/4 des entreprises qui prévoient une hausse de leur chiffre d'affaires, et notamment 21% qui anticipent une progression au-delà de 20%. Donc il y a un vrai dynamisme dans cette filière, et ce dynamisme, il est porté sur l'ensemble des activités de la filière. Donc c'est le graphique sur la droite. Vous voyez que sur les 3 principales activités de la filière, conseil et études, activités informatiques et ESN, toutes les entreprises de ces secteurs disent anticipent une progression du chiffre d'affaires. Et ce qui a remarqué, c'est les activités informatiques. Alors oui, on vient de dire qu'il n'y avait pas que l'informatique dans le digital, et pourtant, ce sont les entreprises du secteur informatique qui anticipent la progression du chiffre d'affaires la plus importante. Là, c'est quasiment 4 entreprises sur 10 qui pensent avoir une progression du chiffre d'affaires de plus de 20% sur 2018. Alors ce développement, il est porté par le développement des services et des produits, et aussi la diversification des services et des produits. Donc c'est un optimisme largement partagé. Michael, est-ce que vous le confirmez, cet optimisme, vous qui connaissez bien les entreprises? Tout à fait. Depuis ces 3 dernières années où j'ai intégré à l'époque Numelink, certains nous connaissaient sous ce nom-là, et aujourd'hui Digital League, j'ai recensé aucun de nos adhérents ni prospects qui m'a fait part qu'il avait des difficultés à boucler ses mois, à boucler son carnet de commandes, à se demander si l'année prochaine il existera encore, etc., etc. Donc on est effectivement dans une filière où on ne se pose pas ce genre de questions. On se pose après beaucoup d'autres questions, j'imagine, on reviendra après, notamment sur la partie emploi. Mais voilà, on est dans une filière qui va très bien, qui est porteuse, et l'avantage, on va dire, de la filière numérique, c'est qu'elle travaille en fait au service de toutes les autres filières. Elle est omniprésente en fait sur tous les secteurs d'activité qu'on peut connaître. Sur des métiers très traditionnels comme la banque, qui a bien évolué ces dernières années, sur des secteurs où on n'imagine pas, comme le BTP, où aujourd'hui il y a de plus en plus d'aide par le biais du numérique et par les nouveaux usages comme l'impression 3D. Donc voilà, on est dans un secteur qui se porte très bien et qui voit justement un avenir radieux. Bon, c'est bien. Pour un début d'après-midi, c'est pas mal. Je m'entends peut-être, mais voilà, c'est ma prospective du moins sur le sujet.
Alors justement, on va continuer sur l'optimisme. On va parler des métiers spécifiquement. Donc, au-delà des secteurs d'activité, on s'est vraiment intéressé aux métiers de la filière numérique qui sont vraiment en mouvement, et on reviendra un petit peu plus tard sur ce mouvement quand on parlera des impacts. La famille de métiers la plus importante dans le secteur du numérique, c'est les métiers de la programmation et du développement. On a entendu beaucoup de choses sur les développeurs, les programmeurs. Donc voilà, effectivement, c'est la famille de métiers la plus présente. Et la moins présente, donc juste à gauche, c'est les métiers de l'intelligence artificielle et de la donnée. Là, pour le coup, c'est une famille de métiers qui est assez peu représentée dans la filière. Elle représente 3,5% des emplois. Et pourtant, on en entend beaucoup parler de tous ces métiers de l'intelligence artificielle et de la donnée. Alors, est-ce que, Michael, vous pouvez nous dire déjà combien d'emplois dans la filière ? Au niveau ligérien? Oui, au niveau de la Loire, oui. Ah ben, au niveau régional, c'est très bien aussi. Alors, au niveau régional, effectivement, ça représente 60 000 emplois sur tout le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Sur la partie Loire, je pense qu'on doit être un petit peu plus haut que 12 000. C'est ce qui doit être à peu près présent dans la mesure où toute l'activité... Enfin, pas tout, excusez-moi. Une grande partie de l'activité numérique ligérienne est quand même concentrée sur Saint-Étienne Métropole, qui a recensé récemment à peu près 10 000 emplois. Donc, en faisant après le cumul sur tout le reste du département, je pense qu'on arrive à un minimum de 12 000 à 13 000 emplois sur la filière numérique. Et également, je pourrais peut-être le... Allez, j'enchaîne avec la question d'après. Donc, la principale famille de métiers, c'est programmation et développement. C'est un phénomène récent. Pourquoi ces métiers prennent autant de place dans la filière numérique ? Alors, ils prennent autant de place parce que c'est tout simplement les artisans, dans le très beau sens du terme, les architectes en fait, qui vont créer tout ce que vous ne voyez pas derrière un site internet, tout ce que vous ne voyez pas quand, par exemple, vous envoyez simplement un mail avec un smartphone, quand vous consultez vos comptes depuis une application mobile. Voilà, il y a eu, on va dire, beaucoup de personnes qui sont mis à la tâche derrière, qui travaillent au quotidien déjà pour créer, pour maintenir des outils, pour les faire évoluer, etc. Dans la mesure où les demandes sont de plus en plus grandes via tous les autres secteurs hors numérique, effectivement, on a de plus en plus besoin de techniciens, de développeurs web, d'intégrateurs web, pour ne citer qu'eux, également sur la partie logicielle, qui vu la hausse d'activité, effectivement, il y a besoin de plus en plus de profils de ce type. Mais pour moi, effectivement, c'est un phénomène récent, si on peut dire ça comme ça, dans la mesure où il y a une vingtaine d'années, je pense que si on avait pris le même public, on pourrait encore se demander qui avait un site internet à l'époque. Aujourd'hui, qui en a un aujourd'hui? Je pense que si tout le monde est indépendant, tout le monde dirait qu'il en a un. Donc voilà, c'est aussi... une des raisons qui explique ce besoin constant et croissant de développeurs et de métiers techniques, on va dire, liés à la programmation web et logicielle. Et les métiers de l'intelligence artificielle et la donnée. Alors déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ces métiers ? Et pourquoi ils sont si peu représentés dans la filière, alors qu'on en entend beaucoup parler de ça ? Alors, aujourd'hui, la nouvelle monnaie, sans faire de focus justement sur les notions de crypto-monnaie, une des nouvelles monnaies justement de l'économie numérique, ça reste la donnée. Aujourd'hui, tout le monde, toute personne qui dispose d'un site internet, d'un logiciel, d'un outil web ou autre, recueille de la donnée. Et cette donnée, après, il la traite. Il la traite de quelle manière ? Justement, en essayant d'en retirer la meilleure essence pour qu'elle devienne, on va dire, commercialement viable, si je peux dire ça comme ça, en vue de la traiter, de l'exploiter, pour améliorer son process, son site, sa communication avec ses clients, ses relations justement avec ses prospects, etc. etc. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est des métiers qui sont nouveaux, que beaucoup de nos adhérents recherchent et qui sont aussi beaucoup recherchés par leurs propres clients. Je finis là-dessus. Oui, et effectivement, aujourd'hui, ça représente peu d'emplois,
vu la nouveauté et vu également que ces métiers sont uniquement basés sur de l'auto-formation. D'accord, on y reviendra un petit peu plus tard sur la formation notamment. On a vu les familles de métiers, on va s'intéresser spécifiquement aux métiers. Alors, le métier le plus présent dans les entreprises, c'est celui de développeur front-end. Il est présent dans une entreprise sur 3. Ingénieur études et développement est également présent dans une entreprise sur 3. Alors, je vais passer la parole au Crédit Agricole avant de reposer une question à Digital League. Vous, Crédit Agricole, donc activité bancaire, donc secteur traditionnel, est-ce que vous avez dans votre entreprise des métiers du digital ? Oui, alors bien sûr. Alors au Crédit Agricole Loire-Haute-Loire, que je représente ici, on est finalement une petite entité bancaire, 1400 salariés sur 2 départements. À l'échelle des développements qu'on fait aujourd'hui dans la banque, ça reste une petite entité. Ce qui fait que nos activités, vous l'avez bien dit, la donnée, c'est devenu le cœur de nos métiers. Pour travailler la donnée, on le fait à 3 niveaux différents. D'un côté, il y a ce qu'on fait au niveau local, et nous avons une équipe on va dire de data miner, avec éventuellement un peu de data analyst, qui nous permet de travailler sur nos bases de données pour identifier les clients à qui on va faire une offre la plus appropriée à leurs besoins. Et on travaille de façon, on va dire, assez opérationnelle avec ces équipes-là. Puis on a un deuxième niveau où on s'est coordonné au niveau régional, Auvergne-Rhône-Alpes, où là, on travaille sur un pôle qui est à Clermont-Ferrand, avec des data scientists, où on travaille sur des modèles qui sont de façon beaucoup plus élaborée, avec donc une plus petite équipe qui travaille sur les chiffres de 5 caisses régionales différentes, et donc des chiffres plus importants. Et puis au 3e niveau, eh bien, au Crédit Agricole, il y a au niveau national, il y a une équipe dédiée qui travaille sur l'intelligence artificielle et sur des méthodes de gestion du big data qui est encore beaucoup plus évoluée, qu'on n'aurait pas les moyens, nous, de développer à notre niveau. Donc réellement, ce sont des métiers qui existent, mais je confirme bien ce que vous disiez, ce n'est pas des grosses équipes. Aujourd'hui, on est sur des petites structures qui sont très spécialisées, mais qui travaillent avec parfois des outils extrêmement puissants. Merci. Donc comme quoi, si on est développeur, on peut quand même aller travailler dans une banque. Bien évidemment. Alors, je vous ai parlé de développeur front-end, ingénieur études et développement, web designer, développeur back-end. Je le dis bien, mais au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et ça, c'est pas moi qui vais répondre, c'est Michael. Donc, c'est quoi un développeur front-end ? Alors, un développeur front-end, pour le faire d'une manière très simple, c'est le technicien qui, par exemple, pour prendre l'exemple d'un site internet, quand vous avez une modification que vous ne pouvez pas faire vous-même, c'est lui qui va intervenir, on va dire, sur la structure visible du site. On va le qualifier comme ça. Tandis que le développeur back-end est celui qui va travailler, entre guillemets, dans l'arrière-boutique pour vérifier que toute la machinerie qui n'est pas visible par l'utilisateur final fonctionne bien. Voilà, vraiment, mais c'est pour en faire une caricature. Après, on va dire entre un développeur front-end et back-end, la limite est souvent très très fine et ils interviennent souvent sur des parties représentées que chacun est censé gérer au départ. Voilà. Selon l'activité, les coups de bourre, les surcroîts d'activité, etc., etc. Donc ce métier qui est important, qui est présent quand même dans une entreprise sur 3, il n'a plus de secret pour nous. Merci. Oui ? Je voulais vous rajouter également, parce que vous m'avez posé les questions sur ceux qui travaillent sur la donnée, on a également un pôle web où qu'on a dû mettre en place au niveau local, au niveau de la caisse régionale, au niveau régional, mais 2 départements, parce que quand on dit régional, certains pensent tout de suite grande région. Alors, on a mis en place un pôle web. Quand il a fallu être présent, on s'est rendu compte qu'il était indispensable d'être présent sur les réseaux sociaux, et notamment Facebook, quand ça a pris son ampleur. Et à ce moment-là, on a dû créer une véritable unité qui travaille sur les réseaux sociaux et qui travaille aussi pour fabriquer des sites web de façon à ce qu'on puisse, nous, être de façon très autonome, indépendamment de la vitrine nationale que toutes les caisses régionales essayent de mettre en application. Et bien à côté, des éléments au niveau locaux, et notamment, on a créé, par exemple, un site web dédié à
à nos sociétaires, puisque vous savez que le Crédit Agricole est une banque mutualiste et coopérative, et que nous avons des sociétaires dans des caisses locales. Les sociétaires ont un site dédié qui a été créé purement au niveau local par une équipe qui aujourd'hui fait 4-5 personnes, mais qui est complètement autonome pour fabriquer cette partie, on va dire, digitale. D'accord, donc vous avez recruté des métiers de la programmation. Voilà. Justement, en parlant de recrutement, on a vu la cartographie des métiers, on va voir quels sont les besoins en compétences des entreprises. On a vu que c'était un secteur dynamique, le numérique. Les entreprises sont très optimistes, donc forcément, elles ont besoin de main-d'œuvre. Alors, au total, via l'enquête, on a pu estimer que pour 2018, les entreprises auraient besoin de 580 emplois. Elles ont exprimé 580 besoins en compétences et une entreprise sur deux du numérique va recruter en 2018. Principalement, ce sont des besoins en programmation et développement. Alors, programmation et développement, c'est les emplois qui sont les plus présents dans la filière et aussi qui sont les plus demandés. Mickaël, est-ce que derrière ça, il faut voir une certaine tension sur ces métiers ? Une certaine, on peut peut-être ponctuer ça même par une énorme tension sur les métiers. Aujourd'hui, effectivement, la quasi-totalité de notre réseau est en recrutement permanent. A du mal justement à accueillir de nouveaux profils, tout simplement parce qu'il y a une pénurie de profils aujourd'hui. Aujourd'hui, sur l'intégralité de la région, les derniers chiffres qui sont sortis au mois de décembre, il y a près de 8000 postes en développement web principalement, et développement logiciel, qui sont à pourvoir et qui ne sont pas pourvus. Et par rapport à notre réseau, effectivement, on estime à plus de 55-60% les difficultés à recruter, justement. D'accord. Alors, on va revenir sur les difficultés de recrutement. On va aller sur les besoins en compétences spécifiquement, sur les métiers. On a vu les familles de métiers, maintenant on s'intéresse aux métiers. Le métier d'ingénieur études et développement, c'est celui qui est le plus demandé dans la filière, suivi du métier de développeur back-end et développeur front-end, ce dont vous nous parliez tout à l'heure. Donc, vous nous avez dit, oui, il y a des tensions sur les métiers de la programmation et du développement, et spécifiquement, pourquoi il y a autant de tensions sur les métiers de développeurs ? Pour la simple et bonne raison que, vu que notre filière se porte extrêmement bien, que nos entreprises ont de plus en plus de projets, de plus en plus de clients, pour répondre également dans des délais normaux, c'est-à-dire pas l'année prochaine ou dans 2 ans, elles ont besoin de se doter de nouveaux talents, de nouvelles compétences, par le biais justement de développeurs, intégrateurs, front et back-end, par le biais également d'ingénieurs études et développement, pour mettre en place, on va dire, tout, pour faire les plans d'architecte, on va dire, des prochains outils que les développeurs développeront. Voilà. Le souci aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez de monde dessus. C'est un secteur également qui est bon gré, mal gré, et surtout malgré très masculin. Il y a très peu de publics féminins qui sont justement dans les métiers liés au développement web, etc. Et ça devient vite problématique quand au final, on cible uniquement la moitié déjà de la population. Donc au final, on écrème, et après, à la fin, il ne reste plus grand monde, malheureusement. Même si c'est des métiers qui sont particulièrement intéressants, qui permettent aussi aux salariés de, entre guillemets, se remettre en question au quotidien sur leur manière de faire, sur les évolutions également des langages de programmation, parce que ce qui est valable aujourd'hui sera certainement caduc demain ou après-demain. Donc il y a une nécessité de s'auto-former en permanence. La richesse également la richesse de la diversité des projets qui peuvent brasser, on va dire, au quotidien. Un jour, ils vont bosser pour le secteur industriel, le lendemain, ce sera pour le monde du luxe ou des cosmétiques, etc. etc. Donc, voilà, c'est hyper intéressant quand on est à l'intérieur, mais il faut, bon gré mal gré, on va dire, connaître un petit peu ce type de métier, voir ce qui se fait aussi réellement, peut-être pour mieux l'appréhender et peut-être créer de nouvelles vocations à l'avenir. Chose que j'espère en tout cas. Peut-être. On l'espère.
Au niveau de la banque, on n'a pas le réflexe quand on est développeur, déjà on est une ressource rare, d'aller vers la banque pour trouver des emplois. Est-ce que vous avez eu des difficultés à recruter dans votre pôle web, que ce soit les métiers de développeur ou les métiers de l'intelligence artificielle? Alors, sur ces métiers pôle web, où on est, je vous ai dit, une toute petite équipe, on n'a pas eu trop de problèmes finalement, puisqu'on avait des besoins qui étaient limités. Par contre, ce que je confirme, et ce n'est pas exclusivement dans le département, puisque le Crédit Agricole, vous savez, fait un effort énorme d'investissement pour pouvoir justement offrir à tous ses clients, et là on travaille au niveau de la France entière. Vous savez que les caisses régionales de Crédit Agricole ont mis en commun leur informatique de façon à pouvoir justement mutualiser des moyens et être plus puissants, avoir plus de possibilités de développement qu'en le faisant chacune des 39 caisses, chacune dans notre coin. Et donc il y a une douzaine de pôles informatiques répartis en France. Il n'y en a pas en Loire et Haute-Loire, donc on n'en a pas ici. Mais c'est vrai que tout ça, les travaux sont répartis avec un plan de charge annuel et un plan de développement. Et je peux vous dire qu'en 2017, eh bien, on avait un budget en jour homme de développement qui était assez conséquent et qui n'a pas pu être honoré, pas pour une question d'argent, tout simplement pour faute de personnel compétent à mettre en face des jours hommes, parce que même quand on dit on n'a pas, bon alors il y a des équipes d'informaticiens propres à la banque, mais il y a aussi des renforts apportés par des sociétés spécialisées, donc j'allais dire des SS2I, je dirais des ESN maintenant. Et bien comme on est sur un socle informatique ancien, il ne faut pas oublier que l'informatique dans la banque, c'est pas d'hier qu'elle date, c'est d'avant-hier, on va dire, à l'échelle de ces métiers-là. Et donc, on part d'un socle plus ancien sur lequel il faut en permanence greffer des choses modernes, ce qui est beaucoup plus compliqué que de partir de rien, comme une start-up ou une fintech aujourd'hui, qui crée de l'informatique à partir de rien. Et donc, finalement, c'est beaucoup plus compliqué d'un point de vue technique. Et trouver des informaticiens qui savent à la fois faire mettre ce qu'on a besoin aujourd'hui dans les couches modernes pour pouvoir offrir à tous nos clients la totalité de nos produits et services sur un smartphone ou sur une tablette, en partant d'un système informatique lourd, ancien, avec une architecture, on va dire, j'allais presque dire d'avant-hier, c'est très difficile et on a énormément de mal à faire l'ensemble des développements qu'on voudrait parce qu'on n'a pas les personnels requis. Et ça, quelle que soit la région, parce que je vous dis, on a une douzaine de centres et ce problème se pose partout. Merci beaucoup. Vous nous avez dit beaucoup de choses qui nous ont donné envie de passer à la deuxième partie qui concerne les impacts du numérique sur les emplois. Je vais passer la parole à M. Zaramovic pour introduire. On reprend. Oui, donc on a vu en synthèse de la première partie que effectivement la filière numérique se développe dans la Loire comme ailleurs, parce que effectivement aujourd'hui c'est pratiquement la seule filière industrielle qui crée véritablement des emplois. Et que si aujourd'hui la croissance française décolle, on est à peu près à 2% aux dernières nouvelles, c'est beaucoup lié au développement de la filière numérique. Donc effectivement, on voit aussi que, en contrepartie de cet effet positif, il y a cette tension sur le marché de la main-d'œuvre, parce que ça veut dire que ni les jeunes dans leur orientation, ni les systèmes de formation n'évoluent aussi vite que les besoins de la filière. Donc ça veut dire que les collectivités ont un rôle dans les collèges, dans les lycées, auprès du public féminin, pour essayer d'amener nos jeunes vers ces filières et aussi aider les organismes de formation à développer la réponse adaptée aux besoins du moment. Et effectivement, je note que souvent on fait la confusion entre informatique et numérique, et moi je suis un peu contre ça. L'informatique, c'était au XXe siècle. Maintenant, on est à l'époque du numérique, c'est une autre façon d'aborder ces questions-là. Alors l'informatique reste nécessaire, mais c'est un outil au service d'un projet plus général qui est, lui, très orienté vers l'usager. Alors, donc effectivement, la première partie de l'étude, vous avez vu les résultats aussi bien au point de vue départemental que régional. On a demandé également à Hello de commencer à réfléchir sur l'impact de la transformation digitale dans les autres métiers. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, tout le monde, à minimum, utilise un ordinateur, mais aussi un smartphone, et que de plus en plus de communication avec l'extérieur de l'organisation, qu'elle soit publique ou privée, se passe comme ça. Donc ça veut dire que tous les métiers sont plus ou moins impactés. Alors effectivement, il y a des catégories de métiers qui sont directement impactés, menacés de suppression pure et simple. Beaucoup d'autres sont impactés, mais jusqu'à quel point ? Et peut-être même à moyen terme, on parlait de l'intelligence artificielle. C'est vrai que la France a pris beaucoup de retard sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui sont leaders dans ce domaine. L'intelligence artificielle va remplacer
y compris des cadres de haut niveau. Donc voilà, ça c'est des mouvements structurels qui sont en place et il nous appartient également de les anticiper. Donc je vais demander à Marion de nous donner les premiers éléments et puis de la même manière, on demandera au responsable du Crédit Agricole comment il organise les métiers de la banque traditionnelle par rapport à cette transition digitale. Alors très rapidement, la transformation digitale, à travers tous les témoignages que j'ai pu avoir de différentes entreprises, c'est vraiment une révolution de process. En gros, les entreprises m'ont dit que la révolution digitale dans leur structure, ça avait été d'intégrer pleinement toutes les technologies digitales dans l'ensemble de leurs activités. Donc on est vraiment dans une transformation radicale des modes de fonctionnement d'une entreprise et les interfaces utilisateurs-outils deviennent des facteurs clés de succès des entreprises. Alors, Monsieur Bernard, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la transition digitale, la transformation digitale dans la banque? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est vrai que la banque est particulièrement concernée par la transformation digitale et elle se passe à deux niveaux bien distincts. Le premier niveau concerne évidemment ce que vous connaissez, c'est-à-dire la mise à disposition de nos clients d'une banque qui est à la fois capable de répondre à tous les usages et à tous les besoins sur en fait, du 100% digital et en même temps de continuer à évoluer avec un réseau de conseillers qui est de plus en plus disponible pour faire des entretiens, je dirais, avec nécessitant un peu plus de compétences. Autrefois, dans la banque, on a une première rupture où on a dû donner de l'autonomie à nos clients. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'il c'était plus possible d'avoir des guichets avec des caisses, avec des caissiers, avec de l'argent liquide, avec des braquages qu'on avait tous les mois pratiquement dans nos réseaux, je dirais à l'échelle d'une caisse régionale, je ne vous dis pas à l'échelle nationale, etc., etc. Et donc on a décidé de passer sur des agences sans monnaie, sans argent, et de concentrer la partie fiduciaire dans des automates. Donc pour ça, il a fallu équiper tous nos clients de cartes. Et c'était une première transformation. Et cette démarche, elle est partie plus du monde bancaire qui a voulu donner de l'autonomie à ses clients. Ce qui se passe depuis le développement d'Internet, c'est les clients qui demandent finalement plus d'autonomie parce que les outils qu'on a à disposition, et notamment le smartphone, je rappelle que 60 ou 70% maintenant de la population est équipée d'un smartphone avec des capacités qu'un ordinateur il y a 15 ans ne savait pas faire, ou 10 ans même, un gros ordinateur. On a aujourd'hui des possibilités qui sont énormes et tout le monde souhaite avoir des services. Et il faut savoir qu'on est méchamment challengé par des nouveaux entrants dans le domaine, que ce soit des fintechs ou des banques directes ou des gens qui arrivent et qui effectivement ont créé des architectures modernes directement pour travailler sur ces outils. Donc il faut qu'on s'adapte, sinon, comme d'habitude, si on ne s'adapte pas, on est mort parce que nos clients aujourd'hui attendent d'une banque qu'on leur donne ces services. Donc ça c'est la première transformation, c'est comment faire pour que finalement nos collègues dans les agences, on transforme nos agences, mais soient capables de changer leur méthode d'approche du client pour leur apprendre, quand ils ne le savent pas, à utiliser ces services. On leur procure la capacité d'autonomie pour finalement faire toutes les petites commodités du besoin bancaire et dégager le temps pour que dans les réseaux, eh bien, on soit complètement axé sur le conseil. Ça, c'est la première phase de cette transformation. La seconde, ça concerne les process internes. Parce que là aussi, on ne peut pas se contenter de travailler, de dire on travaille avec nos clients d'une façon différente et puis de continuer dans ce qu'on appelait dans le temps les métiers de back-office à travailler de la même manière. On est obligé complètement aussi de digitaliser, de travailler. L'objectif, c'est de travailler de plus en plus sans papier. C'est-à-dire qu'avant, on avait énormément de paperasserie parce que chaque opération, que ce soit des crédits ou des produits d'épargne, etc., ça sortissait de volumineux contrats. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de tout avoir en numérique. Et donc, pour ça, il faut transformer l'intégralité de la chaîne. Donc, si je continue, mais je ne sais pas si vous voulez que je continue sur ce volet-là. Sur les impacts, alors, avant que vous alliez sur les impacts, donc, déjà, la transformation digitale, elle est vraiment profonde, elle est notamment dans les usages.
sur les impacts de la transformation digitale sur les emplois, on a entendu beaucoup de choses. Alors, il y a une première étude en 2013 qui disait que 40% des emplois allaient disparaître. Alors c'était énorme. Cette étude, elle était basée en fait sur le niveau d'automatisation des métiers. En gros, si vous aviez un métier qui était automatisable à 70%, eh ben, vous aviez 100% de chances de disparaître. L'idée était là. Dans la littérature, ça a quand même pas mal évolué et au fil des années, les auteurs se sont rendus compte que pour sortir un chiffre comme 40% en se basant uniquement sur l'automatisation, c'était assez restrictif. Il fallait prendre en compte vraiment la structure du métier, quel était le digital, le niveau digital présent dans le métier et la présence humaine nécessaire aussi dans ce métier. Et aujourd'hui, les études, elles sont plus sur une transformation des métiers, plus qu'une disparition des métiers. Alors oui, les métiers qu'on connaît aujourd'hui, demain, ce ne sera plus les mêmes métiers. Ça se transforme et il y a des enjeux très importants derrière ça. Alors dans la Loire spécifiquement, la première observation qui a été menée, elle n'a pas permis d'aller vers une quantification des impacts du numérique sur les emplois. C'est pour ça qu'on s'est vraiment axé sur du qualitatif dans cette enquête. Si on observe aujourd'hui, grâce à la déclaration sociale nominative, la structure des emplois, on pourrait avoir un impact quantitatif. Donc voilà où on en est aujourd'hui sur l'état de l'art. Donc ce qui nous intéresse, c'est... alors vous nous avez parlé d'un deuxième niveau du digital au Crédit Agricole. Quels ont été les impacts de cette transformation sur les emplois? Est-ce que des emplois ont été détruits, d'autres ont été créés, ou c'est plus une transformation? Et dans ce cas-là, quels en sont les enjeux? Alors, sur les métiers des agences, les métiers commerciaux, on est vraiment plus dans une transformation. C'est-à-dire que voilà, l'objectif est bien évidemment de faire monter en compétences. La grande difficulté, c'est de faire monter en compétences, bien sûr, l'ensemble du personnel pour que tout le monde soit à un niveau de ce qu'on appelle conseiller, c'est-à-dire puisse faire un entretien conseil avec un client. Et il n'y a plus d'activité, je dirais, simplement d'accueil où on reste à faire des opérations courantes qu'aujourd'hui tout client doit pouvoir faire en toute autonomie et sans perdre de temps, parce que ça va quand même 10 fois plus vite ou 50 fois plus vite même quand il faut se déplacer, de le faire avec son smartphone. Et donc on est plutôt sur une transformation. Par contre, dans les métiers dits du siège et anciens métiers de back-office, il y a des métiers qui disparaissent. Je vais vous prendre un exemple. Il y a un métier qui a complètement disparu, qui est, enfin chez nous, en Loire-Haute-Loire, qui était lié au traitement des chèques. Parce qu'aujourd'hui, le chèque est un moyen de paiement qui est en voie de disparition, enfin en voie de diminution rapide. Donc on a concentré sur quelques pôles le traitement des chèques. Nous, on ne le fait plus à notre niveau. Alors qu'avant, il y avait au moins une quinzaine de personnes à Saint-Étienne qui faisaient du traitement de chèques. Je dis ça, c'était il y a 10 ans ou pas beaucoup plus. Et donc, c'est des métiers qui ont disparu. De la même manière qu'on avait des métiers de caissier, des tas de métiers qui, dans la banque, ont disparu. Par contre, on a quantité d'autres métiers. Je vous ai parlé des métiers qui sont liés autour de la gestion des données, autour du pôle web. Tous ces métiers-là, qui sont des métiers récents, qui se sont substitués en quelque sorte. Et puis, vous avez également des métiers autour de la formation. On parlait tout à l'heure de comment aider les collaborateurs à évoluer. Eh bien, il faut aussi leur apprendre déjà eux-mêmes à savoir se servir des appareils, à travailler différemment avec le téléphone, mais pas uniquement, parce que maintenant on est multicanal, donc le contact avec un client, c'est du mail, c'est du chat, c'est du téléphone, c'est éventuellement de la visio. Et donc on a créé un atelier interne où on fait passer nos collaborateurs qui apprennent ces techniques et ces technologies. Donc autour de l'atelier, il y a évidemment des formateurs, il y a des personnels, etc. Tous ces métiers-là sont des métiers nouveaux. Sachant que nous, depuis 15 ans, à peu près, l'effectif est stable. Donc notre effectif est stable, mais avec des métiers qui diffèrent. Et globalement, par contre, ce qui augmente, c'est le niveau de compétence, le niveau de statutaire moyen des métiers, puisque les métiers qui disparaissent, c'était les métiers de premier niveau, c'est-à-dire les moins qualifiés. Et on a de plus en plus, comme dans beaucoup d'endroits, besoin de métiers plus qualifiés. Donc on forme en interne, de préférence, et évidemment ça nous pose aussi des questions sur la façon de recruter. Donc une transformation profonde des usages, des métiers et une montée en compétences, c'est vraiment ça les impacts du numérique aujourd'hui au Crédit Agricole sur les emplois. C'est ça. Avec un souci, je vous ai dit ça va vite, on réussit assez vite en se mettant ensemble à transformer les outils informatiques. Je crois qu'on a réussi au Crédit Agricole aujourd'hui à être assez bien représenté. Il y a eu un article récemment qui nous plaçait comme la première des banques traditionnelles sur le plan des accès digitaux.
ce dont nous sommes quand même relativement fiers parce que ça n'a pas été sans mal. Mais cette vitesse des outils, il faut aussi qu'elle s'adapte. La grosse difficulté, c'est la vitesse d'adaptation des personnes, la vitesse de transformation des métiers. Et ça, c'est plus inquiétant parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on n'aura pas des décennies. On n'aura pas le temps d'aller, je dirais, de pouvoir, parce que nos concurrents, eux, vont vite. Et donc, il faut que nous nous transformions. Et cette problématique de vitesse devient une problématique essentielle. Je crois que c'est vraiment dans l'ensemble des entreprises qu'on a, parce qu'on a aussi, nous, la chance d'avoir beaucoup de clients entreprises, donc on voit un peu comment ça se passe chez eux. Et on voit aussi que cette difficulté-là, elle se retrouve dans beaucoup d'entreprises régionales. C'est-à-dire qu'on peut acheter du matériel moderne. Il y a sur le marché, vous avez des tas de choses qui sont révolutionnaires grâce au digital, grâce au numérique, des machines extrêmement sophistiquées. Mais derrière, qui va-t-on mettre pour les faire fonctionner? Si votre personnel n'a pas la capacité à monter en compétences rapidement, eh bien, ça peut être un vrai frein. Parce qu'encore une fois, dans une entreprise, on est d'abord avec des personnes, les ressources, ce sont des personnes, et on ne peut pas dire, tiens, cette personne, elle ne sait pas faire, on la laisse tomber et on va en prendre une autre qui sait faire. De toute façon, on aura du mal à en trouver une toute préparée. Donc il faut vraiment que tout le monde travaille sur cette montée en compétences et cette adaptation des personnes. Écoutez, j'avais prévu une conclusion, vous venez exactement de la dire. Donc je crois qu'on peut vous remercier pour votre contribution active à notre conférence. Je voudrais remercier aussi nos deux autres intervenants parce que effectivement on n'a pas beaucoup de temps. Le sujet est très compliqué, mériterait plus de temps et plus de développement. Mais déjà quand même on a une première vision de ce que va être cette transformation digitale dans la structure de l'emploi. On voit qu'effectivement la filière digitale appelle du monde et il va falloir trouver ce monde pour l'aider à se développer. Que les autres métiers vont tous plus ou moins être transformés. Donc ça veut dire que les structures, les organisations ont une responsabilité vis-à-vis de ça pour anticiper ces changements, accompagner les agents, parce qu'effectivement des métiers vont disparaître, mais de nouveaux vont être créés. Voilà aujourd'hui les premiers enseignements de notre table ronde, mais je pense qu'il y en aura d'autres derrière pour approfondir le sujet qui va devenir un sujet très très important pour les années futures. Alors, donc, je vous demande d'applaudir nos intervenants quand même pour leur contribution. Merci à eux.